Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre débat que vous offre aujourd'hui Kunafoni.com sur les problématiques des objectifs de développement du millénaire, les ODD. Parmi les structures actives au Mali, dans ce domaine, nous avons One Campaign. Alors, que fait One au Mali? Quels sont les moyens? Quels sont les résultats? Et quelles sont ses perspectives? Pour en parler, comme je le disais tantôt, nous recevons aujourd'hui sur ce plateau Madame Keita Ouli, coordinatrice Afrique de l'Ouest basée à Dakar de One. Également, nous avons Sadou Doumbo, expert du dividende démographique au niveau du bureau du Mali, du Fonds des Nations Unies pour la population, l'UNFPA. Également, nous avons Boubouba, point focal, Sarambouare, président des transformatiques des produits agricoles, Dr Bokari Kaya, chercheur à l'IER, et Abdoulaye Kontao, président du collectif des pisciculteurs du Mali. Alors, pour commencer, nous allons démarrer déjà par Madame Keita Ouli. Qu'est-ce que One fait au Mali, spécifiquement? Merci beaucoup, Awa. Alors, One est une ONG internationale qui est basée à Washington avec des bureaux pays un peu partout dans le monde. Et c'est une ONG qui a pour objectif de faire le plaidoyer pour le développement durable parmi tant d'autres. Alors, nous sommes au Mali depuis 2015 et nous travaillons avec une trentaine d'organisations de la société civile qui, en fait, travaillent sur tout ce qui est agriculture avec grand A, c'est-à-dire les pêcheurs, les transformateurs, les paysans, les jeunes, tout ce qui englobe le monde de l'agriculture. Nous avons mis un groupe de plaidoyer sur place en 2015 qui aide One en fait à faire le plaidoyer dans le domaine de l'agriculture. Et nous avons aussi d'autres interventions, si vous voulez, liées un peu au développement et à la sécurité. Et comme cette année, l'Union africaine a décidé de travailler sur le dividende démographique, nous sommes là, on collabore avec le FNUAP qui a le leadership du dividende démographique au niveau continental. Et nous, au niveau de l'Union africaine, One travaille beaucoup avec le UNFPA. Et quand nous avons lancé donc, le projet de formation des journalistes sur les priorités de One, dont le dividende démographique fait parmi, nous avons fait appel au FNUAP et M. Sadou, qui représente le FNUAP aujourd'hui, est venu nous briefer sur cette problématique. Donc nous travaillons, One travaille sur le développement, dans le domaine du développement et aussi dans le domaine de la sécurité. Alors justement, M. Doumbo, c'est quoi le dividende démographique et qu'est-ce que le Mali doit faire justement pour en bénéficier et les impacts au niveau pays? Merci bien pour la question. Avant d'essayer de répondre, parce que je vais déjà essayer d'y répondre, c'est une thématique aujourd'hui qui est un peu complexe et un peu plus intégratrice de beaucoup d'autres domaines. Vous me permettrez peut-être de dire un mot sur ce que nous faisons au Mali en tant qu'agence du système des Nations Unies. Nous travaillons dans 3 domaines clés, notamment la santé de la reproduction, les questions de genre, mais aussi les questions de population et de développement, notamment la question des statistiques, parce que vous n'avez pas de développement si vous n'avez pas de statistiques. Alors nos cibles principales, c'est les femmes et les jeunes. Parmi les jeunes, notre cible privilégiée, c'est les adolescentes et les jeunes filles. Et nous avons un mandat, c'est de faire en sorte que toutes les grossesses soient désirées, de faire en sorte que toutes les naissances soient sans danger, mais aussi de faire en sorte que le potentiel de chaque jeune soit accompli. Alors, dans ce cadre-là, nous travaillons aujourd'hui comme agence lead dans le domaine du dividende démographique. Alors, le dividende démographique, je le dis, ne pas confondre avec la terminologie, la dividende, qu'on rencontre souvent en mathématiques, mais le dividende, c'est vraiment du point de vue économique. Et on dit qu'il y a dividende démographique lorsqu'il y a une accélération de la croissance économique. Mais une accélération de la croissance économique qui est due essentiellement à 2 choses. Premièrement, la transition démographique. Et deuxièmement, la mise en place d'un certain nombre de cadres et de mécanismes qui font en sorte que la santé s'améliore, qui font en sorte qu'il y a plus d'emplois pour les jeunes, qui font en sorte qu'il y a
une bonne gouvernance. Et tout ça mis ensemble, ça permet de créer un engrenage qui fait que la croissance économique va plus rapidement. D'où également l'impact sur les femmes. Oui, également, d'où l'impact sur les femmes, parce que, vous savez, la première condition pour avoir le dividende démographique, c'est la transition démographique. Et c'est quoi la transition démographique? C'est lorsque dans une population, il y a proportionnellement plus de personnes en âge de travailler que de personnes inactives. C'est-à-dire qu'il y a plus de personnes qui ont entre 15 et 64 ans que de personnes qui ont moins de 15 ans et plus de 65 ans. Et au Mali, par exemple, nous avons un taux de à peu près 100%. Ça veut dire que vous avez la moitié de la population qui est en âge de travailler et l'autre moitié qui n'est pas en âge de travailler ou qui a dépassé l'âge de travailler et qui dépend de celle qui est en âge de travailler. Alors que celle qui est en âge de travailler n'a pas toujours du travail. Voilà, donc ce qui fait que si on veut bénéficier du dividende démographique, il faut bâtir sur cette opportunité que constitue la jeunesse. Et j'aime à le dire, les femmes et les jeunes sont au cœur du dividende démographique. Voilà, si vous ne faites pas en sorte que les femmes soient plus autonomes, que les adolescentes restent le plus longtemps à l'école et y soient maintenues, échappent au mariage des enfants, échappent aux grossesses précoces et nombreuses également, vous entretenez la croissance démographique rapide et vous ne pouvez pas bénéficier en tant que pays du dividende démographique. D'accord, donc belle transition justement. Alors Madame Sagara Sarambouare, vous êtes la présidente des femmes transformatrices de produits au niveau du Mali. Quels sont vos grands chantiers? Ok, merci de la question. Je souhaiterais un peu corriger cette partie. Okay. Je suis la responsable genre de la FEBEVIM, filière bétail viande du Mali. Et là, je suis au niveau de l'organisation, la fédération, pour organiser les femmes autour des activités génératrices de revenus qui découlent de l'élevage. Il s'agit de celles qui font les laits, celles qui font l'embouche bovine, celles qui font l'embouche ovine, celles qui font la transformation de la viande et l'équilicie, et quotidiennement comme on l'appelle. Donc il s'agit de les organiser et de les professionnaliser, de les mettre ensemble pour que nous puissions avoir un résultat attendu. Alors justement, quels sont les acquis que vous avez jusqu'à présent? Bon, les acquis que nous avons, présentement on est parvenu à les organiser. Les femmes sont présentement organisées, elles ont compris l'importance de s'organiser, d'être formelles et de travailler en synergie. Et elles sont en train de voir l'importance de se mettre ensemble. On est en train de prospecter les marchés de la sous-région, les marchés frontaliers. Et est-ce que c'est toujours facile? J'imagine qu'il doit y avoir des difficultés. Évidemment, il y a des difficultés. Par exemple, au niveau de la commercialisation, les femmes ont beaucoup de difficultés. Pour les transports du bétail, on a des difficultés. Pour se déplacer avec les animaux, on est obligé de se baser sur les hommes. Donc nos difficultés sont assez énormes avec cette activité. Alors, Abdoulaye Kontaou, vous êtes le président du collectif des pisciculteurs du Mali. Je pense que vous rejoignez un peu le collectif de Madame. Quels sont justement les grands chantiers que vous avez à votre niveau, au niveau de la pisciculture au Mali? Les grands chantiers? Oui. La pêche et la pisciculture. Nous, on est pêcheurs d'abord avant d'être pisciculteurs. Parce qu'au Mali, nous sommes un pays continental. On ne sait pas ce que c'est que pisciculture si ce n'est en 2006. Lorsque le poisson s'est raréfié. Vous savez que les fleuves, il n'y a plus d'eau. Donc s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de poisson. C'est pourquoi on s'est transformé en pisciculteurs. Okay. Pour qu'au moins tout le Mali continue à bénéficier du poisson. Et je crois que, on a parlé des 30 organisations. Parmi ces 30-là, le collectif fait partie de ces 30-là. Pourquoi Wan s'est intéressé à nous un peu? Parce que nous luttons non seulement pour les femmes, et nous luttons pour les jeunes. Parce que nous, notre économie, c'est les femmes qui gèrent ça. C'est ça notre importance par rapport à ce que Wan veut. Parce que... pourquoi justement les femmes gèrent? Pourquoi les femmes? Parce qu'avec nous, tant que la femme gère là, toute la population est à l'aise. D'accord. Okay. C'est ça notre lutte. Parce qu'on est en train de lutter pour au moins voir si les 15% promis par le gouvernement, si ça marche. Est-ce que ça c'est réel? Et chez nous, en tout cas, c'est réel. On est en train de lutter pour ça. Voilà.
Merci. Alors, nous allons passer maintenant au docteur Bokari Kaya, qui est chercheur à l'Institut d'économie rurale, l'UER. Alors, au niveau de l'UER, quelles sont justement les recherches et les difficultés que vous rencontrez dans le domaine notamment de l'agriculture, de la pêche et surtout du dividende démographique? Ok, merci pour la question. Je crois que l'IR est assez bien connue et l'IR, c'est une institution de recherche agronomique au Mali et nous avons pas mal de contraintes, bien vrai que nous avons beaucoup de potentiel. Et le premier, c'est d'abord, nous sommes une institution qui génère des technologies et du savoir. Quand on produit bien, il faut avoir de bonnes technologies, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, avec grand A, que ce soit dans le domaine de la pêche, dans le domaine de la foresterie, dans le domaine de tous les domaines que vous prenez. Nous avons des chercheurs nationaux qui sont appuyés par des chercheurs internationaux et sous-régionaux. Nous sommes organisés en programme prioritaire de recherche et nous sommes décentralisés, déconcentrés au niveau du pays. Maintenant, en tant que chercheur, il y a des problèmes de financement de la recherche. Quand bien même qu'il y a des preuves palpables qui prouvent que oui, la recherche elle est utile. Je prends un exemple. On a pu sélectionner des variétés améliorées dans toutes les cultures. Je prends le cas du Gambia, que vous connaissez très bien, que le Mali consomme. C'est le fruit de chercheurs nationaux, de chercheurs de l'IR. Donc, après ce problème de financement, nous avons des problèmes aussi d'attrait des jeunes à la recherche. La recherche est devenue un secteur qui n'attire pas beaucoup la jeune génération parce que c'est des nuits au laboratoire, c'est des nuits dans les parcelles expérimentales, c'est des nuits avec des animaux, avec les cultures et ça ne paie pas très bien. Et l'autre difficulté que nous avons, c'est vraiment le take-up, la prise, la vulgarisation à grande échelle des technologies. Quand on parle du monsieur, quand on a parlé de la pisciculture, madame a parlé de l'embouche, n'est-ce pas? Les productions animales, les productions végétales sont toujours supportées par des recherches, par des résultats de recherche qui ont été générés au laboratoire et qui sont là pour mettre à disposition des producteurs. Donc sur le plan résultat, nous n'avons pas de problème. Il y a assez de résultats, assez de technologies qui sont adaptées aux conditions de notre milieu et qui n'attendent qu'à être vulgarisées à grande échelle pour le bénéfice de l'ensemble des producteurs. Donc justement, comment est-ce que vous pensez qu'il faut faire, comment est-ce qu'il faut procéder justement pour pouvoir intéresser cette jeune génération malienne dans le domaine de la recherche, plus spécifiquement de l'agriculture? Je crois que la recherche doit être supportée entièrement par le budget national. C'est l'État qui doit avoir une politique. Et ce n'est pas le cas actuellement, ce n'est pas le cas? Bon, maintenant l'État fait un petit financement et nous sommes obligés de chercher des financements bilatéraux avec d'autres instituts de recherche ailleurs pour pouvoir compléter notre agenda. Donc le financement qu'on avait avant la restructuration a été amoindri. Ça veut dire que l'État doit nécessairement prendre l'initiative de créer des conditions attrayantes pour que la jeune génération puisse aller à la recherche. À l'IR, presque la plupart des ingénieurs sont entrés à la retraite. Nous avons maintenant le souci de leur remplacement. Et je crois que... Ça veut dire que ça n'a pas été préparé. Oui, ça ne se régénère pas. Il faut vraiment que l'État puisse apprendre cette précision et accompagner la recherche. Merci beaucoup. Vous êtes agriculteur. En tant qu'agriculteur, quels sont justement vos liens déjà avec WAN? Comment est-ce que vous pensez que la campagne peut bénéficier et donner des résultats palpables au niveau du Mali? Merci de me poser cette question. Moi, je suis géographe et ruraliste. Je fais partie d'un groupe de plaidoyer et mis en place par WAN lors de la mise en œuvre de ces activités au Mali. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons d'abord, avant de parler sur d'autres aspects?
notre relation avec Wan, c'est que Wan est là où elle a un peu abordé la question. C'est d'abord pour informer, c'est pas seulement les agriculteurs. Parce que dans ces activités, Wan a impliqué les médias, que ce soit la presse privée, la presse écrite, audiovisuelle, et pour accompagner dans ces activités. Et qu'est-ce que le groupe de plaidoyer fait? Ça, c'est par rapport aux engagements des chefs d'État, Malabo, Maputo. Et c'est dit à Malabo que chaque pays devait donner 10% de l'aide budget national à l'agriculture, pour qu'il y ait la croissance agricole. Maintenant, pour ça, les gens ne sont pas informés, ils n'étaient pas informés. Maintenant, une des missions de WAN, c'était quoi au Mali? C'est d'abord rapprocher les autorités, les institutions, et maintenant renforcer les capacités des producteurs que nous sommes, et par rapport à ce qui a été dit au niveau des engagements des chefs d'État. Pour ça, il y a une première activité de renforcement des capacités de la société civile. Et c'est lors de cette activité, à la suite de cette activité, que le groupe a été mis en place. Et qu'est-ce que le groupe fait? Ça, c'est rencontrer les autorités, les députés, pour que les femmes et les jeunes aient plus d'accès à la terre. Mais les 15% là, qui est un pourcentage élevé pour les permettre de mener les activités. Et 2016, 2017, plus précisément 2016, on a fait plusieurs activités avec les députés pour que les femmes et les jeunes aient un pourcentage assez élevé et qu'ils aient on avait demandé 10% pour les aménagements faits. Et les aménagements faits par l'État dans les zones. Maintenant, ce qu'on a eu comme résultat dans nos actions de plaidoyer, c'est que cette année, nous sommes partis les voir pour les remercier. Parce que les députés, il y a une nouvelle loi. Ça, c'est la loi sur le foncier agricole. La loi sur le foncier agricole, les députés, le fruit de nos travaux avec eux, c'est qu'ils ont apporté, pas seulement aux jeunes et aux femmes, mais ils ont voté 15% pour les couches vulnérables. Okay. Les couches vulnérables, il y a les femmes, les jeunes, les handicapés, et tout là. Donc ça nous réconforte dans ce que nous faisons et dans ce qu'on est en train de faire au Mali. Et en plus, maintenant pour les campagnes, et avec les différentes rencontres, et ça nous permet de voir les autorités, les partenaires qui sont là, qui peuvent aider les paysans. Il y a la recherche, il y a d'autres acteurs maintenant qui appuient les paysans pour qu'ils puissent faire beaucoup de résultats. Et entre les paysans, il y a l'échange d'expériences. Il y a les pêcheurs, les agriculteurs et les éleveurs. Et ça permet aux uns et aux autres d'avoir des techniques culturelles qui leur permettent de développer leur activité. Et en plus le renforcement des capacités sur les 15%, WAN a formé. Dr Kaya était là, et les acteurs de la société civile sur les objectifs de développement durable. Parce que ça fait 17, alors que les EMD faisaient 8. Et pour les EMD, c'était les pays seulement, les pays en voie de développement. Mais pour les EMD, ça c'est pour toutes les nations du monde. Et c'est ce que je voulais dire. Voilà. Justement, madame, ces pourcentages-là accordés, est-ce que les femmes bénéficient équitablement justement de ce pourcentage-là? Oui, on peut dire qu'approximativement les femmes bénéficient. Et il y a eu beaucoup de formations, il y a eu des équipements qui ont été donnés dans les régions. Et puis il y a eu vraiment les renforcements des capacités et un suivi qui est là. Ouais. Docteur Kaya, vous parliez du fait qu'il fallait beaucoup plus accentuer l'accent sur la recherche. Est-ce que ce dont Boubouba vient de parler tout à l'heure concernant le pourcentage, est-ce que vous, au niveau de la l'UR, vous bénéficiez vraiment de cet appui-là, de cette aide? Oui, je ne peux pas, sur ce plateau, quantifier ce que nous avons, mais le ministère de l'Agriculture, avec Grand A, nous dépendons du ministère de l'Agriculture, et l'essentiel des salaires et autres indemnités des chercheurs sont
est payé par le gouvernement à travers le ministère de l'Agriculture. Ça veut dire que nous en bénéficions. Et si nous sommes maintenant opérationnels, nous sommes capables de produire des résultats et même à aider à leur vulgarisation, à leur diffusion, c'est que quelque part l'État nous supporte. Et seulement nous avons dit que nous souhaitions avoir des conditions beaucoup plus attrayantes pour pouvoir attirer les jeunes à aller à la recherche. Alors, au niveau de l'UNFPA, vous accentuez beaucoup plus l'appui aux femmes et aux jeunes. Alors, au niveau de ces femmes, des campagnes menées justement, quels sont vos liens avec WAN et quels sont justement l'impact de vos activités au niveau des femmes, plus spécifiquement, pour la lutte contre la pauvreté? La première question est la plus facile. Les relations avec WAN, je crois que Ouli l'a déjà dit. Au niveau région, je crois qu'il y a des interrelations dans le cadre de la feuille de route de l'Union africaine pour l'atteinte du dividende démographique à travers l'investissement dans la jeunesse, mais également récemment au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies où elle y était et où il y a eu des événements parallèles sur le dividende démographique, majoritairement en Afrique, sur l'invitation du président de l'Union africaine qui est actuellement le président, professeur Alassane Alpha Condé de la Guinée. Maintenant, pour ce qui est de l'impact de nos programmes au Mali, il faut dire que il y a beaucoup de besoins. Les besoins au Mali sont énormes et aujourd'hui, surtout avec les questions de sécurité, les questions de paix, les questions de migration, ces défis-là sont énormes. Et comme je l'avais déjà dit, nos cibles principales, c'est les femmes et les jeunes. Le Mali aujourd'hui, c'est à peu près 18 millions d'habitants. En 2009, on était autour de 14 millions d'habitants, ce qui vous fait un taux de croissance démographique de l'ordre de 3,6%. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque année, la population croît à un rythme assez élevé par rapport à la situation qu'on connaît dans d'autres pays. Vous avez un taux de croissance économique de l'ordre de 5 à 6% par an. Ça, c'est le taux de croissance nominal. Quand vous défalquez le taux de croissance démographique, vous avez un taux de croissance économique réel qui est autour de 1, de 2%. Ça veut dire que chaque année, le pouvoir d'achat du Malien moyen augmente d'1%. Et quand vous prenez en compte l'inflation, qui est la hausse généralisée des prix, souvent ce pouvoir d'achat, au lieu d'augmenter, il diminue. On a un taux de pauvreté qui est autour de 40%. Ça veut dire qu'au Mali, vous avez sur 10 personnes, 4 qui vivent dans la pauvreté. Et les inégalités sont très larges. C'est-à-dire que vous avez d'un côté beaucoup de pauvres et de l'autre côté très peu de personnes nantis. Donc les fossés sont larges. Mais il faut dire que au Mali, par exemple, chaque femme a en moyenne 6 enfants. Chaque femme, 6 enfants. On est parmi les champions du monde sur la question parce que nous sommes 3 pays qui sommes en tête de peloton, notamment le Niger, le Tchad et le Mali. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Vous avez également le fait que les adolescentes contribuent très fortement à la fécondité. Par exemple, au Mali, en 2012-2013, quand on faisait l'enquête démographique et de santé, on a trouvé qu'une adolescente de 15 à 19 ans sur 3 était déjà mère ou attendait un enfant. Et ça a des impacts sur sa santé elle-même, parce qu'elle n'est pas encore mûre, peut-être pour donner naissance. Et finalement, on retrouve de plus en plus des cas de fistule obstétricale que vivent les adolescentes et elles sont rejetées. Au lieu de contribuer au développement de leur nation et de leur communauté, elles se retrouvent rémisées au banc de marginalisés, merci, de quelqu'un à qui on ne veut pas parler. Et au Mali également, un décès sur 3 de femmes de 15 à 49 ans est un décès maternel. Ça veut dire que si 3 femmes, quand il y a un décès, il y en a plus de chances que ce soit un décès maternel. Et nous, ce que nous faisons, c'est que nous disons que si nous voulons capturer le dividende démographique très rapidement, il faut mettre l'accent sur la santé de la reproduction, la santé maternelle, la santé infantile, mais également la santé nutritionnelle. Parce que qui fait le développement, c'est l'homme. Vous ne pouvez pas avoir un développement économique et social si vous n'avez pas une population en bonne santé, une population bien formée et une population qui bénéficie
d'opportunités économiques. C'est pour ça que j'ai dit que la jeunesse, elle est très importante. Et je suis heureux de voir que sur ce plateau, là, on parle de pisciculture, on parle de recherche, on parle d'agriculture. Parce que pour dire que un jeune, pour moi, il faut être créatif. L'État doit créer des emplois ou créer un environnement propice à la créativité humaine. Alors, l'État a des limites, vu ses ressources, il fait ce qu'il peut, mais s'il met en place un environnement favorable, il faut que la jeunesse puisse faire le choix d'être créatif et d'aller vers des secteurs porteurs. Notamment on le dit. Peut-être professionnaliser un peu le domaine de l'éducation. Bien sûr, on le dit, le Mali est un pays à vocation agro-silvo-pastorale. Ça veut dire que nous devions tirer notre développement de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Mais aujourd'hui, il y a les nouvelles technologies également qu'il faille prendre en compte. Et comme vous l'avez dit, il faut faire en sorte que l'éducation soit adaptée aux besoins de l'économie en ressources humaines. Si vous avez besoin de plus de techniciens agricoles ou bien de plus de techniciens d'élevage, vous allez créer des écoles de formation en agriculture, en élevage, en pêche et professionnaliser un peu plus ce secteur-là. Et je pense que ce qui est intéressant à dire, c'est que si nous voulons capturer le dividende démographique, je l'avais déjà dit, il faut commencer par maîtriser le rythme dans lequel la population croît. Et je pense que c'est dans ce domaine-là que nous travaillons. Parce qu'on le dit, quand on a un modèle économique, le taux de chômage entre en compte dans le calcul des variables économiques, le taux d'intérêt bancaire entre en compte, le nombre d'emplois entre en compte. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que le rythme dans lequel la population également croît entre en compte dans les modèles économiques. Et si nous devons maîtriser la façon dont notre développement économique se fait, il faut que nous maîtrisions également la façon dont la croissance de notre population se fait. Alors, est-ce à dire que le fait d'avoir beaucoup d'enfants par femme, il faut vraiment... non, chez nous, nous avons une vision, on dit par choix et pas par chance. D'accord. Et c'est ce que nous faisons. Il faut que vous ayez un enfant parce que vous le vouliez. Voilà. Et par exemple, l'accès à la contraception également doit être un choix et non une chance. Il faut que la femme qui vit dans mon village puisse avoir les mêmes opportunités d'avoir accès à la contraception que mon épouse, par exemple, qui vit en milieu urbain. Il faut que les inégalités également cessent dans ce domaine-là. Et nous, c'est dans ça que nous travaillons pour que chaque femme, au sein de son couple, puisse décider du nombre d'enfants et de l'espace qu'il y ait entre deux enfants. Et nous le disons encore une fois, c'est plus par choix et non plus par chance. Voilà. Alors, Ouli Kete, est-ce que vous partagez ce point de vue-là Oui, nous sommes totalement d'accord avec le UNFPA sur ça et nous faisons en fait la même campagne. Cette année, nous sommes en train de promouvoir ce qu'on appelle les 3 E, c'est-à-dire Education, Employment and Empowerment. Je ne sais pas comment dire ça en français. L'éducation, l'emploi, et puis le empowerment, l'autonomisation. Et c'est exactement ce qu'il vient de dire. Nous, on veut donner en fait le choix à la femme d'être éduquée. Quand elle est éduquée, elle peut maintenant faire le choix de dire, ok, je veux, au lieu de 6 enfants, j'en veux peut-être 2, parce que pour des raisons économiques, pour des raisons de santé, voilà. Et ensuite, si elle a ce choix-là, elle sera autonome. Elle aura les capacités qu'il faut pour en fait se développer elle-même en tant que femme et en tant que mère de famille et en tant que citoyenne valide. Voilà, donc nous avons les mêmes, nous sommes carrément d'accord avec le FNUAP et nous portons le même message. Oui. Je voulais ajouter 2 choses par rapport à l'autonomisation des femmes. Juste un exemple. Il y a une étude qui a été faite récemment au Sénégal qui a montré que, et encore c'est des hypothèses, le procès sera quand je parle. On a fait l'hypothèse qu'une femme ne s'occupe pas de 2 enfants à la fois. C'est-à-dire quand elle s'occupe, c'est une hypothèse, c'est un si. Si madame s'occupe de Madou, elle ne s'occupe pas de Aïcha par exemple, c'est une hypothèse. Et selon cette hypothèse, une femme a besoin de 6 heures de temps pour s'occuper d'un enfant par jour. Et quand une femme en a déjà 4, si on fait encore l'hypothèse qu'elle ne s'occupe pas de 2 à la fois,
sa journée est finie. 6 x 4, 24. Donc elle n'a même plus le temps de s'occuper de son mari, encore pas le temps de faire une activité génératrice de revenus. Donc elle ne peut pas contribuer au développement de sa communauté et de sa nation. Alors qu'au Mali, par exemple, il y a plus de femmes que d'hommes. Il y a 50,4% de femmes pour 49,6% d'hommes. Donc nous disons qu'il faut faire en sorte que les femmes aient les capacités de pouvoir contribuer au développement. Prenons les jeunes aujourd'hui. Moi je dis, si vous voulez que la jeunesse contribue, au Mali je le dis, il y a à peu près 40% de la population active à entre 15 et 24 ans. Face au chômage, le jeune il a 3 choix. Il devient créatif. Or, pour qu'il devienne créatif, il faut que l'État mette en place un mécanisme qui lui permet de montrer qu'il est créatif et qu'il peut, n'est-ce pas, faire en sorte de se créer une activité génératrice de revenus. Si ce n'est pas le cas, il a 2 autres options. Soit il prend la mer, nous savons tous comment ça finit, ou bien il se retrouve dans la radicalisation. Et voilà, ce phénomène-là est de plus en plus développé. Pas seulement en Afrique, mais dans beaucoup d'autres pays. Et je pense que nous devons donner des opportunités aux jeunes pour que, voilà, ils soient une opportunité pour le développement et non une menace pour même la survie et la stabilité dans nos pays. Voilà ce que je voulais ajouter. Abdoulaye Kontao, vous voulez réagir sur cette question? Non. Ma réaction est légitime parce que c'est pour vous dire que les actions de VAN ont réussi au Mali, il y a une cause. Parce que les responsables de VAN ont su vraiment s'appuyer sur 2 sujets très importants. D'abord, VAN a regroupé toutes les femmes du Mali, c'est-à-dire la Fédération nationale des femmes rurales du Mali. Le message passe. Ensuite, la Fédération nationale des jeunes du Mali. Le message passe. Le collectif national des pêcheurs du Mali. Le message. Donc, elle a pu s'entourer de ces organisations bien structurées pour que le message passe. C'est pourquoi la réussite, je crois, en Afrique occidentale, pas en Afrique, en Afrique même, parce que je viens de la réunion des CNC, seul le Mali a réussi à informer toute la population de ce qui se passe par rapport à la déclaration de Malabo. Et ça, nous félicitons Van. Parce que c'est grâce à Van que nous avons connu ce que c'est que Malabo même. Non, je vous dis, c'est grâce à Van que le Mali a su ce que c'est que les 10%. Or, le Mali a déjà donné 15,1%. Nous, on ne savait même pas, à partir de l'année dernière qu'on a su qu'il y a ce système. Nous nous sommes levés et nous avons damé tous les pays de l'Afrique. Ça, c'est au bénéfice de Van. Vous voulez réagir? Bon, je vais seulement revenir sur le fait qu'effectivement, il y a toujours des débats. Ouli l'a dit, Dombo aussi l'a dit. L'idée, ce n'est pas de limiter les naissances. C'est d'avoir une population de qualité. Notamment capable de sortir. Voilà, que la femme puisse avoir, que les couples puissent avoir le choix de dire que oui, on va aller à 10 ou bien on va rester à un enfant, vu nos moyens pour mettre à leur disposition. Si un couple peut éduquer correctement 10 enfants, pourquoi ne pas y aller? Mais ce n'est pas responsable d'avoir un nombre élevé d'enfants dont on ne s'occupe pas correctement. Vraiment, il faut vraiment que ça se passe. Absolument. Il faudrait que les gens puissent avoir l'opportunité d'investir pour avoir des enfants, une population de qualité, pour pouvoir aider au développement de ce pays-là. Il faut la créativité. Et quand on ne s'occupe pas des jeunes, le plan santé, le plan alimentation, le plan éducation, si tout ça c'est raté, nous ne pouvons pas avoir des jeunes de qualité qui pourront contribuer au développement de ce pays-là. Donc il faut vraiment que les messages passent. Alors, Madame Sagara. Je pense que l'essentiel a été dit. Et tout ce qui vient de se dire, je pense que c'est réel. Une femme, il faut penser essentiellement, comme ils l'ont dit, à l'éducation de l'enfant. Si tu mets au monde un enfant, la première préoccupation, c'est de s'occuper de sa santé, l'alimentation et son éducation. C'est comme ça le développement. Donc sans ça, je pense qu'on
nous aurons passé de côté et on ne souhaite pas ça. Avec les messages qui se passent, avec les médias, avec tout ce que nous voyons autour de nous, vraiment c'est très important pour le développement d'un pays. Je pense que la sensibilisation qui est en cours et les femmes présentement, et que ce soit dans les grandes villes aussi bien que dans les périphéries, les sensibilisations sont en cours, les réalités sont là, les organisations sont en train de faire des efforts et je pense qu'on y arrivera. Merci beaucoup. Donc nous allons faire un dernier tour de table. Par rapport au aspect, je dis que le docteur K a résumé, il faut que les gens aient l'information. Les gens ne sont pas informés. Et l'important que c'est un nouveau concept qui est là, mais les gens ne sont pas informés. Il faut mettre les moyens, chercher les partenaires pour que les gens soient au courant, qu'ils soient informés. Voilà. Okay. Alors, Oli, en janvier 2017, l'Union africaine a consacré comme cette année étant année de la jeunesse, notamment des jeunes femmes. Qu'est-ce que WAN fait justement pour cela, pour appuyer cette déclaration, cette décision des chefs d'État africains? Oui, pour nous, ça rentre dans le cadre de la promotion du dividende démographique parce que nous disons que si, comme Sadou a eu à le dire, si nous agissons sur les jeunes et les femmes, nous allons contribuer au développement durable. Et donc, comme nous sommes maintenant dans la mise en œuvre des ODD, le développement durable, les objectifs du développement durable, après les OMD, il faut se donner les moyens, il faut faire le plaidoyer afin que les pays qui ont, les 194 pays membres des Nations Unies qui ont adopté ces nouveaux objectifs, s'approprient de la chose. Et donc, en allant à New York pour dire que oui, on est d'accord pour ces Global Goals, au niveau pays, chacun a maintenant son plan national, je pense. Dr Kaya est un expert des ODD, il peut le confirmer. Si le Mali a son plan national avec les indicateurs qu'il faut, moi je pense que agir dans le domaine de la jeunesse, la promotion de la jeunesse et les femmes, surtout que l'année 2017 en fait l'objet à l'Union africaine, c'est pertinent pour WAN et c'est important pour nous. Et donc c'est dans ce cadre-là que nous œuvrons dans la problématique du dividende démographique. Oui. Alors, monsieur Dumbo. Oui, pour finir, je l'ai dit, c'est une thématique qui est tellement importante qu'on pourrait passer une journée à discuter. On dit le minimum ici en espérant que les gens aient un peu la volonté d'aller chercher et de s'informer sur la question. Je voulais partager 3 chiffres avec vous. Ensuite, je vous dirai mon point de vue sur la question de l'information. Premièrement, au Mali, on a trouvé par exemple que ce qu'on appelle le ratio de soutien économique est à 47%. Ça veut dire qu'au Mali, sur 100 personnes, il y a 47 qui travaillent, qui se prennent en charge et qui prennent également en charge 53 autres personnes. Et là, individuellement, si vous avez un poids lourd à porter, vous allez moins vite que celui qui a moins de charge. C'est clair. Nous avons le même salaire, j'ai 8 enfants, vous avez 2 enfants, il n'y a pas match, vous irez plus vite et plus loin que moi. Deuxième chiffre, au Mali, on a trouvé par exemple que l'âge moyen auquel le Malien commence à produire un revenu du travail supérieur à sa consommation, c'est 26 ans. Ça veut dire qu'en moyenne, le jeune Malien, il est dépendant de quelqu'un jusqu'à l'âge de 26 ans, en moyenne. Troisième chiffre que je voulais partager avec vous, c'est par rapport aux investissements, pour dire que si vous économisez, en fait, si vous dépensez $1 dans la planification familiale et dans le report des naissances, vous économisez environ $3. Or, 500 francs. Oui, pour 1500. Or, vous savez que les ressources de l'État sont limites. L'État dépense ses ressources entre les dépenses publiques sociales, éducation, santé, protection sociale, les dépenses d'investissement, la création des routes et autres, et les dépenses de transfert. Et plus vous dépensez dans le social, donc éducation, santé et autres, vous avez moins de ressources pour l'investissement. Alors si vous avez de plus en plus d'enfants à aller à l'école, vous devez construire de plus en plus de salles de classe, vous devez
construire de plus en plus d'hôpitaux, recruter de plus en plus de médecins, de plus en plus de sages-femmes, ce qui fait qu'il vous reste moins de ressources pour les autres investissements. Ça, je voulais le dire peut-être pour terminer. Maintenant, la question de la communication. Le Mali fait partie d'un projet régional très important qu'on appelle le projet Autonomisation des femmes et dividendes démographiques. Le projet, il est financé par la Banque mondiale à hauteur de 207 millions de dollars, dont 40 millions pour le Mali sur 4 ans. Ce projet est parti d'un appel à l'action. Et cet appel est venu du président nigérien en 2015, quand il a reçu le secrétaire général des Nations Unies et le président, Mamadou Issoufou, et le président de la Banque mondiale. Il leur a dit, la question de la sécurité dans le Sahel n'est pas seulement une question politique, mais elle est également une question démographique. Si vous avez plus de gens pour de moins en moins de ressources, c'est normal qu'il y ait des conflits autour d'un certain nombre de ressources. Et la Banque mondiale l'a compris. 207 millions de dollars pour 6 pays. Le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad. Et l'assistance technique est donnée par l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population, mais également l'Organisation Ouest africaine de la santé. Je ne vais pas donner toutes les composantes de ce projet, mais je voulais dire quelque chose de très important. Dans quelques jours à Sikasso, il y aura le lancement national de la campagne pour la communication et le changement de comportement en faveur de la santé et de la reproduction. Parce qu'on a parlé d'information, il faut que les gens soient informés, il faut que les jeunes soient informés, et nous comptons toucher autour de 20 000 jeunes au bout de quelques mois. Et très important, en octobre, à Abidjan, il y aura le lancement régional de cette campagne. Il y aura une campagne régionale qui va faire appel aux médias. Et ce lancement va se faire avec les premières dames des 6 pays du Sahel. Et je pense que c'est quelque chose de très important à souligner ici pour dire que tant qu'on ne communique pas, tant que les gens n'ont pas l'information, ils changeront moins vite de comportement et nous aurons de moins en moins rapidement les résultats. Merci beaucoup. Merci à vous. Je pense que ce n'est pas rentré dans les oreilles de sourds. Alors, Dr Kaya, en tant que spécialiste expert en ODD, est-ce que déjà vous pouvez nous dire c'est quoi exactement les ODD? Ok. Les ODD, ce sont les frères cadets des OMD. Les OMD, c'est les organismes pour le développement qu'on a eu à expérimenter de 2005-2016 jusqu'à 2011, 2015. Et à partir de 2015, on a parlé de développement durable. Les OMD, comme il l'a dit au départ, M. Baboussou l'avait dit, c'était initialement conçu pour les pays en voie de développement, les pays un peu retardataires. À l'issue de ces 10 années d'intervention, on a eu vraiment des résultats fabuleux dans certains domaines, mitigés dans d'autres. Quand même, il y a eu un point par rapport à là où on était, parce que chacun était prêt, chacun savait qu'il allait être jugé à la fin de la période par rapport au bon qu'il a eu à faire. C'est d'abord un clic qui est là, un point de clic pour on va rendre compte. Et suite à ça, on a dit voilà, ce n'est pas seulement les pays en développement, il y a des problématiques qui partent au-delà de ces pays-là. Il y a des contraintes, il y a des difficultés, des problématiques qui sont transnationales, transfrontalières, qui sont vraiment des trucs globaux. C'est pour ça qu'on a conçu les ODD, les objectifs de développement durable, qui sont des objectifs, ils sont au nombre de 17 pour l'ensemble des pays du monde pour pouvoir sauver l'humanité. Et je crois que on parle de production, on parle d'information, on parle de santé, on parle d'éducation. Et ce que les chefs d'État ont voulu, c'est d'avoir un monde meilleur. C'est d'avoir un monde meilleur dans lequel le développement il touche à tous les secteurs de la vie de l'homme et aussi à l'environnement. Je crois qu'au niveau du Mali, voilà, il y a eu un travail fabuleux qui a été fait parce qu'au niveau du Mali, c'est coordonné à travers le ministère de l'économie et des finances, à travers le CCLP. Et on a eu beaucoup de rencontres au Mali ici pour d'abord informer les uns et les autres et aussi voir comment est-ce qu'on peut mettre en place un dispositif qui nous permettrait de suivre notre évolution sur les ODD. Ce n'est pas tellement facile parce que c'est des objectifs avec des indicateurs, avec des cibles. Justement, est-ce que le Mali est dans la bonne voie?
Le Mali est à Bomba parce que sur l'ensemble des objectifs, le Mali a fait une hiérarchisation. Il y a 17 objectifs. Donc le Mali a dit, pour ce qui nous concerne, voici l'objectif qui est à l'objectif numéro 1. Voici ce qui est à la numéro 2, voici ce qui est à la traîne. Et là, c'est déjà un premier travail. Le Mali aussi a eu à dire de façon concertée sur l'ensemble des cibles. Combien nous, on peut suivre, parce qu'on ne peut pas tout suivre. Et sur l'ensemble des indicateurs qu'on va informer pour voir si on a fait un bon ou pas, combien on passe. Ça, c'est un travail fabuleux qui a été fait à travers le CCLP. Et le Mali, sachant que il n'y a pas des fonds qu'on a cachés quelque part, qu'on va prendre pour dire qu'on va financer les ODD. Non, c'est la vie de la nation. Donc le Mali a eu à centraliser les efforts de développement autour du CRED, qui est le cadre stratégique pour la relance de l'économie et le développement durable. C'est déjà un travail fabuleux qui est fait. Donc nous coordonnons à travers cette cellule-là qui est au ministère des Finances. Et je crois que chaque département, chaque secteur va avoir à évoluer dans ses domaines de compétences, n'est-ce pas? Mais de façon coordonnée, il y a des informations que nous collectons au niveau de la base, que nous centralisons pour voir où est-ce que nous sommes par rapport à tel ou tel indicateur, par rapport à tel ou tel objectif. Je crois qu'on est en train d'aller lentement mais sûrement. Je crois que c'est déjà l'œuvre de coordination, de centralisation, c'est déjà très très important. Lentement mais sûrement, Madame Sagara. Okay. Alors, quel appel est-ce que vous pouvez lancer à l'endroit des femmes, notamment des jeunes dames, qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat? Ok, et moi je pense que ce que moi je peux donner comme message aux jeunes femmes, c'est d'être à l'écoute. Il y a beaucoup de programmes de développement qui sont en cours, beaucoup d'activités génératrices de revenus et avec les partenaires. Les partenaires nationaux et internationaux. Et les femmes, il faut reconnaître qu'il y a encore un plus à faire par rapport à la sensibilisation due aux mœurs et aux coutumes, surtout dans les domaines de l'élevage. Dans les domaines de l'élevage, les femmes sont toujours derrière et elles n'ont pas assez la voix. Ça, c'est un problème que nous rencontrons lors de nos campagnes de sensibilisation, nos campagnes de formation et même lors des rencontres avec une communauté où il y a les femmes et les hommes, nous avons les difficultés de faire parler les femmes. Parce que dans les milieux peuls, la femme ne doit pas s'exprimer comme ça en masse devant les hommes. Donc nous avons encore un boulot, une réflexion à faire. Comment et quelle est la stratégie qu'il faut mettre en place pour sensibiliser les vieilles personnes, les hommes, à donner cette opportunité à la femme de pouvoir s'exprimer, de pouvoir prendre les décisions de développement, de pouvoir contribuer efficacement à l'économie de sa famille, de sa société et même voire du pays. Sinon, il faut reconnaître que les femmes sont, si je peux dire, à 60% au niveau du développement dans les Mali. Elles sont du début à la fin en termes d'activité, que ce soit dans la famille, que ce soit dans la société, voire les pays. La famille, la nourriture, c'est la femme. Les éducations de l'enfant, en majeure partie, c'est les femmes. Et tout ce qui est développement, tout ce qui est suivi familial, c'est au niveau de la femme. Donc j'invite les jeunes femmes à être à l'écoute, à sortir de l'ancien système et d'aller avec la mouvance actuelle qui est là, qui est le développement, qui est l'entrepreneuriat, les activités génératrices de revenus et vraiment pour vraiment encourager ce développement. Voilà. Alors là, quand vous allez boucler la boucle, madame vous a arraché un sourire. Oui, parce que, vous savez, le plateau même est bien placé. Oui, parce que, non, moi je vais conclure. Vous savez, Boubou, c'est le point focal. Wan a amené l'affaire. Wan a appelé les deux experts, Doumboué et docteur. Et nous sommes les organisations professionnelles.
Oui. Maintenant, notre informatrice, là, c'est celle-là. Non, c'est juste parce que, quel est notre rôle? C'est d'informer jusqu'à la base ce que celle-là veut. Qu'est-ce que les pays veulent? Ils ont donné 10% à chaque gouvernement, donné à l'agriculture avec grand A. Et nous sommes les représentants de l'agriculture. Nous, notre rôle, c'est informer jusqu'à la base ce que nous devons avoir pour les femmes et pour les jeunes. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et comment nous avons compris ça? Doumo dit, bon voilà, ça, il faut faire ça, il faut faire. Ça, c'est la population là, qui nous a informés. Et maintenant, nous, à partir d'ici, nous allons descendre. Parce que nous avons provoqué notre base. Il y a ça en jeu, il faut... Hein? C'est là aussi, c'est la même chose. Donc, nous sommes là pour informer, sensibiliser, à partir de ce que nous venons d'entendre tout de suite là. Voilà notre rôle. Moi, je crois que le plateau est bien fait. Et je crois que ça va passer. Bien sûr que ça va passer. Merci beaucoup. Merci. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis sur ce débat d'aujourd'hui qui portait sur les ODD, les objectifs du développement durable. Donc, nos invités étaient Boubouba, point focal, Ouli Keita, One Campagne, Dumbo, Salou Dumbo, de l'NFPA, Dr Kaya, de l'IER, Madame Sagara Sarambouare et Abdoulaye Kantao. Merci et à très bientôt.